Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur les transferts d'argent, avec notre dossier du jour qui sera consacré au système de paiement des transports par carte au Rwanda. Au programme également de cette émission, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak acquitté pour la mort de manifestants en 2011 et le président gambien Adama Barrow a débuté ce jeudi une visite officielle de 3 jours au Sénégal. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos invités, Douglas Biandou, vous êtes président du centre de formation Obgis, bienvenue. Merci. Et avec nous également David Gakounzi, vous êtes enseignant et journaliste, bienvenue. Merci pour l'invitation. Et notre éditorialiste Gracia Okindikiza, bienvenue Gracia. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite l'actualité du jour. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été définitivement acquitté jeudi au Caire dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. L'ex-chef d'État avait été condamné à la prison à vie en juin 2012, mais un nouveau procès avait été ordonné par la justice. Zahra Mohamed. L'ancien chef d'État égyptien Hosni Moubarak a été définitivement acquitté ce jeudi 2 mars par la Cour de cassation du Caire dans le procès de la mort de 239 manifestants. C'était lors de la révolte de 2011. L'ancien raïs, aujourd'hui âgé de 88 ans, avait été condamné à la prison à vie en 2012, mais un nouveau procès avait été ordonné par la justice. Une cour criminelle avait ensuite acquitté l'ex-président. Une décision confirmée ce jeudi. La Cour déclare l'accusé innocent. La Cour a aussi rejeté la demande des avocats des victimes de réouverture des procès civils. Avec ce verdict, il n'existe aucune possibilité de voir cette affaire jugée devant une quelconque juridiction. Le faible espoir porté par les familles des victimes vient ainsi de s'éteindre. L'acquittement de Moubarak était attendu. Ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais voulu donner au tribunal les preuves qui auraient permis de le condamner. Le juge qui a rendu le verdict en 2012 avait blâmé le parquet et le ministère de l'Intérieur pour n'avoir pas donné les preuves, les enregistrements vidéo, les conversations téléphoniques nécessaires pour étayer les accusations. L'ex-président, jugé dans plusieurs autres affaires, est blanchi dans tous les dossiers. Sa condamnation à 3 ans de prison pour corruption tient compte du temps déjà effectué en détention. Placé en résidence surveillée dans un hôpital militaire depuis 2011, Hosni Moubarak pourrait ainsi prochainement recouvrer sa liberté. Gracia, que vous inspire ce jugement? Avec ce dernier acquittement, Hosni Moubarak est blanchi de toutes les affaires. Oui, il est blanchi. On comprend finalement qu'en Égypte, il y a une justice à 2 vitesses. Disons que le coup d'État du général Sissi est venu sauver Moubarak. C'est un ancien de l'armée comme lui, donc qui se connaissait au niveau de l'armée. Mais on voit bien qu'il y a les preuves, on ne veut pas donner les preuves, les témoignages. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. On a tous assisté, on a regardé, on a vu à la télévision des gens qui mouraient, des gens qui étaient tués par des policiers, des gens des services de renseignement envoyés par Moubarak. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il est acquitté. Mais qu'en est-il de l'ancien président Morsi? On n'en parlait pas, il croupit en prison. Mais finalement, on comprend bien que le général Sissi, il voulait bien, disons, blanchir, acquitter Moubarak pour qu'au moins, il s'agit aussi d'avoir les mains libres au sein de l'armée parce qu'il y a aussi une partie de l'armée qui était pro-Moubarak. Donc cette fois-ci, il arrive à recentrer au sein de l'armée, à avoir toute l'armée autour de lui. Donc ce jugement, c'est dû au fait qu'on a aujourd'hui un pouvoir militaire en Égypte? Oui, bien sûr. C'est un pouvoir militaire qui blanchit un ancien militaire. C'est normal pour un régime dictatorial militaire comme celui de Sissi. David Gakounzi, que pensez-vous de ce jugement, l'acquittement de Hosni Moubarak? Je suis partagé entre 2 choses. Ou bien il y a la justice, effectivement, en Égypte, et on est allé dans un processus de justice et non de vengeance. Et donc, la réforme démocratique a vraiment réussi. Ou alors, en fait, le printemps arabe, parce que tout cela, le printemps arabe a commencé en Égypte, est finalement dans une phase d'impasse, et on est revenu plus ou moins une parodie de justice, comme le disait Gratien. Et dans ce cas-là, c'est très grave, parce qu'on continue avec la culture de l'impunité, et c'est cette culture de l'impunité qui a amené les révoltes, parce que les gens sont allés dans les rues, parce qu'ils avaient un certain sentiment d'humiliation. Et cela ne présage de rien de bon pour l'avenir, parce que quand
quand on a des violences de ce niveau-là, la justice est importante non seulement pour rendre justice aux victimes, mais aussi pour aider la société à guérir de la violence subie. Et donc si on ne donne pas justice, si on ne fait pas vraiment justice, on interdit aussi la société de guérir du passé. Donc quelque part, on bloque la voie vers l'avenir. Douglas Pion, vous voulez intervenir? Alors je partage aussi cette idée. Je suis triste en fait pour les familles des victimes. Ouais. J'ai entendu 237 victimes. Ouais. Donc je me demande quel est leur recours et est-ce que cette voie-là va être bien pour ces familles? Est-ce qu'elles ne vont pas entrer dans un processus de vengeance? Est-ce que ça ne va pas être le foyer de nouveaux incidents? C'est ma crainte. Vous pensez que ça peut être le foyer de nouvelles contestations peut-être en Égypte? Je pense que parmi ces 237 victimes, ça fait donc 237 familles, il y a peut-être des familles qui vont s'engager en politique, il y a des familles qui vont revendiquer le droit d'avoir une justice équitable et qui vont donc remettre en cause peut-être le régime. C'est ma crainte. Et Gracien, est-ce qu'avec ce jugement et cet acquittement à la fois de Hosni Moubarak, de ses fils, de ses proches, est-ce que finalement l'Égypte est en train d'effacer ce printemps arabe? Oui. Ça se voit bien, l'Égypte, ou le pouvoir égyptien est en train d'effacer le printemps arabe, et en même temps, c'est aussi une façon de dire, de montrer aux frères musulmans, voilà les autres, on les acquitte, mais vous, on concentre les forces contre vous. Ça signifie que l'Égypte entre vraiment dans une vraie guerre contre les frères musulmans, parce qu'on aurait dû, par exemple, ouvrir le dossier de Morsi, essayer de dire, si on acquitte Moubarak, on se dit, bon, dans le cadre de la réconciliation nationale, on acquitte aussi Morsi, et puis l'Égypte se retrouve réconciliée. Mais cette fois-ci, c'est que si on accuse Morsi, par exemple, d'espionnage au profit de l'Iran, au profit du Qatar ou du Hamas, cela ne peut pas se comprendre par rapport à quelqu'un qui était accusé d'avoir tué des gens, des centaines de gens, ou d'avoir pillé le pays. Donc, finalement, c'est une autre façon aussi de montrer voilà, comment la justice elle est en Égypte. Moi, je dirais que le printemps arabe a été plutôt perverti par justement l'entrée sur la scène politique des mouvements islamistes, de l'islam politique. Parce qu'à partir de ce moment-là, la priorité, l'ennemi fondamental à la cohésion nationale sociale devient ce danger islamiste. Et je pense que ça a été vraiment le principal ennemi, y compris même en Syrie. En Syrie, il y a une révolte démocratique, mais qui au départ est complètement, je dirais, transformée en miettes parce qu'il y a les mouvements islamistes qui maintenant essayent de récupérer ces contestations sociales. Et en Égypte, on voit le même problème, c'est qu'au départ, il y a les frères musulmans qui essayent de récupérer cette démocratisation. En fait, cette idée terrible, toujours de penser que la démocratie, c'est la votation. Non, la démocratie, c'est pas que seulement la votation. La démocratie, c'est la protection des libertés de tout le monde. Hein. C'est l'état de droit d'abord. Quand on n'a pas l'état de droit, la démocratie, c'est pas la tyrannie de la majorité. Donc à partir de ce moment-là, le printemps arabe est devenu un problème. La démocratie est devenue quelque chose, je dirais, qui n'était plus un outil pour pacifier la société, mais qui devenait porteur de danger. Très rapidement, Gracien. Oui, juste pour apporter quelques précisions, c'est que en fait, les mouvements islamistes ont récupéré la révolution parce que c'était des mouvements qui étaient plus organisés que la société civile. C'était des gens qui étaient dans la charité, qui aidaient les pauvres, qui aidaient les gens qui étaient dans la nécessité au niveau des écoles, ce qui fait qu'ils ont été suivis facilement par le peuple. Merci. Dans l'actualité également, le nouveau président gambien Adama Barrow a débuté jeudi une visite officielle de 3 jours au Sénégal. Un choix hautement symbolique pour son premier déplacement à l'étranger en tant que chef d'État. Les deux pays entendent relancer leur coopération. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Le président de la République de Gambie, Adama Barrow, a effectué son premier voyage officiel au Sénégal ce jeudi 2 mars 2017. Ce déplacement est plein de symboles. Le président sénégalais Macky Sall a été à la tête de l'action diplomatique et militaire qui a conduit au départ en exil de l'ancien président Yaya Jammeh. Le premier acte de cette visite a été la conférence de presse des deux chefs d'État. Ils ont affiché leur souhait commun de travailler au renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Gambie. Cette visite montre l'état d'esprit dans lequel nous voulons bâtir les nouvelles relations entre le Sénégal et la Gambie. Et c'est un nouveau départ. On n'aurait jamais dû d'ailleurs interrompre cette coopération. Nous avons, avec le président Barrow, avec cette visite, l'espoir
de remettre la coopération dans la bonne direction et de façon dynamique et dans l'intérêt des deux pays et dans l'intérêt des deux peuples. De son côté, le chef de l'État, Adama Barrow, accueilli par le Sénégal durant le contentieux post-électoral, s'est engagé à instaurer des relations fructueuses et apaisées avec ses uniques voisins. I spoke to the president that these two countries are twins. Nous allons porter la coopération entre nos deux pays à un niveau jamais atteint. Il ne peut en être autrement. La Gambie et le Sénégal sont des pays frères. Nos deux peuples sont fortement liés. Nous allons œuvrer à consolider nos relations bilatérales. Should act like twins. And this cooperation between Senegal and Gambia, we will take it to a level that is higher than any other level before. La Gambie va accompagner le Sénégal dans la recherche de la paix en Casamance, région sud en proie à un mouvement irrédentiste depuis 1982. Cette visite de 3 jours doit se conclure par les signatures d'accords qui consolideront les liens économiques et diplomatiques entre les deux pays. Gratien, il était logique que la première visite du président Adama Barrow soit au Sénégal. C'est une façon aussi de remercier le président sénégalais d'avoir contribué à son retour au pouvoir. Parce qu'il faut savoir que si le président sénégalais vraiment ne s'était pas investi, on ne sait pas s'il serait aujourd'hui au pouvoir. Et en même temps, c'est un pays qui est enclavé au sein du Sénégal. Donc le Sénégal entoure la Gambie. Donc il a besoin de discuter sur plusieurs points. Et aussi au niveau de la coopération. On parlait de coopération économique, mais pour moi, je pense qu'il y a d'abord le grand point, c'est la coopération au niveau de la sécurité. Parce que l'ancien président Yahya Jammeh, il est parti presque sans que son départ soit préparé. Cela veut dire qu'il a laissé les services de sécurité, le dispositif sécuritaire propre à lui-même présent. Donc, il peut, disons, raviver, il peut utiliser ce service pour déstabiliser le pouvoir. Donc, le président actuel du Gambien, il a besoin d'avoir les Sénégalais présents pour sécuriser le régime au moins les 2 premières années afin de consolider, d'avoir des nouvelles institutions, une nouvelle armée complètement modifié pour qu'ils puissent au moins se mettre aux tâches du développement. David Gagounsi, avec le président Adama Barrow, est-ce que c'est l'espoir aussi d'un règlement du conflit en Casamance ? Moi, je dirais d'abord que Adama Barrow, si on célèbre aujourd'hui en Gambie, c'est parce que la CEDEAO a pris les bonnes décisions au bon moment. Si la CEDEAO n'avait pas agi de la sorte, on aurait eu un nouveau Burundi. On serait aujourd'hui en train de déplorer les morts et d'avoir ces images qui ne nous honorent pas en tant qu'Africains. Et quand vous pensez justement à l'histoire de l'Afrique, la CEDEAO, c'est une organisation régionale. Et l'histoire de l'Afrique, de l'intégration régionale de l'Afrique, il y a 2 grandes figures notamment, c'est Kwame Nkrumah et Julius Nyerere. Kwame Nkrumah disait il faut les États-Unis d'Afrique tout de suite. Et Julius Nyerere disait il faut qu'on y aille graduellement par des organisations régionales. À la fin de sa vie, Nyerere a dit j'avais tort, Nkrumah avait raison. Mais aujourd'hui, je dirais que Nkrumah avait doublement raison quelque part parce que la CEDEAO, la région dans laquelle il vient de montrer l'exemple, notamment par exemple par rapport à l'East African Community, dans laquelle venait Julius Nyerere, parce que l'East African Community n'a pas pris les bonnes décisions comme la CEDEAO. Et la CEDEAO a montré un certain leadership dans la résolution de cette crise-là. Et cela, c'est un signe d'espoir, d'espérance. La Gambie, aujourd'hui, je dirais, est un exemple positif pour l'Afrique. Nous nous réjouissons tous de voir que les Africains se sont mis ensemble pour dire que non, on n'a pas vraiment besoin de voir des Africains mourir sur tous les écrans du monde. Et cela est quelque chose de fabuleux qu'il faut saluer et encourager dans la région, mais aussi partout sur le continent. Parce que vous savez, quand les organisations régionales sont fortes, l'Union africaine devient forte aussi. Mais quand les organisations régionales sont absentes, ne prennent pas les décisions qu'il faut, l'Union africaine aussi devient absente. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du renforcement de la coopération de ces 2 pays, de ce rapprochement entre ces 2 pays ? Moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est que le
deux pays aillent à un moment donné vers une fédération. On l'a vu avec la Tanzanie. La Tanzanie, c'était le Tanganyika et le Zanzibar. C'était deux pays séparés et qui étaient géographiquement très proches et culturellement très proches. Les Gambiens et les Sénégalais sont très proches. Ces mini-États, qu'est-ce qu'ils valent économiquement? On ne peut pas avoir une ambition économique et de développement d'un pays en restant dans ces micronationalismes. Si le nationalisme a été une grande idée à une certaine époque dans les années 60, aujourd'hui il constitue un frein au niveau identitaire, au niveau de la construction identitaire de l'Afrique, parce qu'il peut se transformer en xénophobie, mais aussi au niveau économique. Le nationalisme est périmé. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.